On va commencer. Bonjour tout le monde. Magali Girard, je suis la directrice générale du CIX, le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Dans le cadre de ce midi webinaire, on a le plaisir d'accueillir le professeur Xavier Saint-Denis de l'INRS, aussi directeur du groupe d'études en statistique sociale à l'INRS. Puis Xavier est aussi l'initiateur et le responsable de l'école d'été BADA, le bootcamp en analyse de données administratives. Je pense que Xavier va vous en parler plus en détail au cours de sa présentation. Puis aujourd'hui, il va nous présenter ses travaux sur la mobilité sociale chez les hommes et les femmes appartenant à des minorités sexuelles. Le format de nos midi-webinaires demeure le même, une présentation d'environ 30-35 minutes. Euh, en- Puis, c'est ça. Ensuite, une période de questions, une période d'échange, puis on termine vers 13 heures. Comme vous voyez, la présentation est enregistrée, puis est rendue rapidement disponible sur notre chaîne YouTube. Puis, voilà. Je vous invite à utiliser le chat ou bien la section questions-réponses. Je vérifie les deux pour noter vos questions et vos commentaires. Puis on y reviendra à la période allouée après la présentation de Xavier. Alors, merci Xavier pour ta présence aujourd'hui. Merci beaucoup, Magali et toute l'équipe du SIX pour l'invitation et pour l'organisation. Donc, je vais partager ma présentation. Parfait. Donc, simplement me faire un signe si il y a un problème avec ce que vous voyez ou ce que vous entendez, mais s'il ne semble pas avoir de problème technique, je vais me lancer. Donc, l'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'est je présente les résultats d'une étude qui a été lancée en fait en 2022. Donc, ça fait un certain moment que les résultats préliminaires de l'étude ont été produits et présentés dans d'autres contextes. Mais on est en train de finaliser l'étude, donc je voulais prendre un moment pour la présenter, la valoriser aujourd'hui. C'est une étude qui s'inscrit dans une série de travaux, un programme de recherche sur les différences de groupes dans la mobilité sociale ou dans la transmission intergénérationnelle du statut socio-économique. Euh, je vais expliquer un peu pourquoi je pense que c'est important de s'intéresser vraiment, de développer un cadre d'analyse qui est approprié, qui permet de faire des comparaisons de groupes dans les études sur la mobilité sociale. Donc, je vais avoir quelques diapos là-dessus. Mais je veux dire que c'est aussi un programme de recherche qui est rendu possible ou qui est facilité par l'existence de grandes bases de données administratives qui sont disponibles au SIX. Et donc, je vais en profiter à la fin de la présentation pour avoir une petite discussion un peu plus détaillée là, que ce qu'on peut faire dans une présentation habituelle de 20-25 minutes sur le contexte en termes de données qui a rendu possible cette étude-là qui rend possible ce type d'étude-là. Il y a aussi quelques pistes, quelques pistes d'action pour faciliter ce genre de recherche-là intersectionnelle. Voilà. OK. Donc, ce que je présente aujourd'hui, c'est une étude sur la mobilité sociale chez les membres appartenant à différents groupes, notamment les différences de niveau de mobilité sociale en fonction du genre et de l'appartenance à un groupe d'une minorité sexuelle. Le champ d'étude sur la mobilité sociale en général, tant en sociologie qu'en économie ou dans d'autres champs de recherche, va s'intéresser à l'influence de l'origine sociale, c'est-à-dire le statut socio-économique, là, principalement, des parents, sur le statut socio-économique atteint par les enfants de ces personnes-là une fois qu'ils deviennent adultes. Donc, on peut parler de l'éducation, on peut parler aussi du revenu, de la classe sociale, de différentes mesures là, basées sur le statut professionnel. Et j'ai mis un peu les citations classiques ici, là, donc Bourdieu, Blow et Duncan en sociologie, Becker et Thomas en économie. Et l'ensemble de ces études-là se sont intéressées à la fois, là je donne des exemples dans le contexte canadien, là, mais ça s'applique aussi à la recherche qui est menée au niveau, dans d'autres pays, au niveau international. Cette recherche va s'intéresser notamment à simplement produire des données sur
le niveau, la force de la transmission du statut socio-économique d'une génération à l'autre, ce qui permet d'un peu mieux comprendre à quel point les inégalités se reproduisent à travers le temps. Et donc, c'est un regard multigénérationnel ou intergénérationnel sur les inégalités, plutôt que de se concentrer sur les inégalités observées à un point dans le temps, on se concentre sur la transmission des inégalités d'une génération à l'autre. Évidemment, dans ce champ d'études-là, on a tant en économie, ici j'ai mis une citation d'une étude canadienne récente, là, mais on a aussi beaucoup d'études internationales sur le sujet qui vont s'intéresser à l'évolution du niveau de mobilité sociale dans le temps. Donc, est-ce que, par exemple, le Canada ou un autre pays, une autre société est en train de se diriger vers plus de mobilité sociale, c'est-à-dire une plus grande indépendance des individus en termes de statut socio-économique par rapport à celui de leurs parents, ou moins de mobilité sociale, c'est-à-dire une influence croissante de l'origine sociale, de l'environnement familial sur le statut socio-économique qui va être atteint une fois devenu adulte. Et finalement, il y a toute une série d'études qui s'intéressent au mécanisme explicatif, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait en sorte qu'on observe un certain niveau de transmission intergénérationnelle du statut socio-économique. Par exemple, une étude publiée en 2020 par ma co-auteure Gaëlle Simon-Duplain et moi montre qu'environ 40 à 50 de la transmission intergénérationnelle du revenu passe par le canal éducation, c'est-à-dire que les enfants qui viennent des familles les moins favorisées ont tendance à avoir un niveau d'éducation plus faible, ce qui est associé également à un niveau de revenu plus faible une fois devenu adulte. Et donc, ce canal-là, donc cette séquence explicative-là peut expliquer une bonne partie de la raison pour laquelle les personnes qui ont grandi dans des familles à faible revenu ont une chance plus élevée de se retrouver à faible revenu eux-mêmes une fois qu'ils deviennent adultes. OK. Par contre, dans cette littérature-là, depuis le début, en fait, là, des travaux, pas le début, mais depuis, disons, les années 80 environ, dans le champ de recherche sur la mobilité sociale, la stratification en sociologie, par exemple, il y a eu des travaux qui sont intéressés aux différences de genre dans la mobilité sociale. Puis pour différentes raisons, cette différence-là de genre dans le niveau de mobilité sociale a reçu un certain niveau d'attention, mais c'était un enjeu qui, pendant un certain nombre de temps, est resté assez méthodologique, plus qu'un enjeu, disons, théorique. Et donc, plusieurs travaux vont documenter que l'association entre le revenu des parents ou la profession des parents et celle de leurs enfants est plus faible chez les femmes que chez les hommes. C'est-à-dire qu'il y a une influence plus faible du statut socio-économique des parents sur celui des femmes une fois qu'elles deviennent adultes que sur celle des hommes. Donc, l'influence sur les filles que sur les fils est plus faible. Rarement, par exemple, on se pose la question de est-ce que c'est vraiment le signe d'une mobilité sociale plus forte chez les femmes? Et donc, la prémisse sur laquelle est basée cette étude-ci, puis quelques autres études que je mets en ce moment, c'est qu'il nous manque un cadre d'analyse plus systématique pour comprendre les différences de groupe dans ces coefficients-là de transmission, dans la force de la transmission du statut socio-économique d'une génération à l'autre. Et donc, l'ambition de l'étude que je présente aujourd'hui, c'est d'entamer une réflexion un peu plus systématique. Je ne suis pas le seul à mener ce genre de réflexion-là, mais sur la manière d'intégrer des comparaisons entre groupes dans le niveau de mobilité sociale. Un des cas d'analyse qu'on peut mobiliser pour mener ces comparaisons, pour développer une approche de ce genre-là, c'est le cas d'analyse intersectionnelle. La raison pour laquelle je veux le mobiliser ici, c'est parce que les cas d'analyse intersectionnelle, là, je vais mettre une définition d'intersectionnalité ici. Les cas d'analyse intersectionnelle s'intéressent à la complexité, les formes complexes d'interaction de différentes sources d'inégalité. Donc, par exemple, si on s'intéresse à
à l'évolution de la théorie féministe intersectionnelle, les théories intersectionnelles ont émergé dans un contexte où on argumentait que les inégalités de genre se déclinaient différemment en fonction de l'identité racialisée des femmes. Et donc, qu'il y avait des interactions entre le genre, gender, race and other categories, ici, là, dans la citation que je mets, en termes d'expérience de vie, de pratiques sociales, d'influence des arrangements institutionnels, des systèmes de pression, des systèmes d'opportunité, que ces interactions-là complexes pouvaient avoir une grande influence sur différents outcomes, donc différentes facettes de la vie des personnes. Par exemple, le niveau de revenu, mais aussi le résultat puis là, c'est l'étude de Crenshaw de 91 qui met ça d'avant que les résultats de jugement en cours pour le cas de violence domestique vont varier en fonction du genre, de l'identité racialisée, mais aussi vont se décliner différemment à l'intersection de ces deux identités-là. Et donc, dans le contexte de notre étude ici, l'élément de la théorie intersectionnelle sur lequel on va se raccrocher, mais qui est très souvent mis de l'avant dans les différentes versions des théories intersectionnelles, c'est que les différentes sources d'inégalité ne sont pas additives, mais vont être multiplicatives. C'est-à-dire que la combinaison ou la coexistence de différentes sources d'inégalité peuvent avoir un effet qui va amplifier les effets indépendants que pourrait avoir, par exemple, la discrimination genrée et la discrimination basée sur l'identité racialisée. Et donc, un des aspects importants des perspectives intersectionnelles, c'est qu'il est important d'éviter les fausses généralisations, c'est-à-dire de prendre comme uniforme de considérer comme une catégorie homogène, par exemple, la catégorie du genre, et que le genre se décline de différentes manières en fonction de la classe sociale de la personne, de son identité racialisée, par exemple. Dans le contexte de recherche plus quantitative, comme celle que je mène, des théoriciennes comme Leslie McCall vont proposer une approche intercatégorielle qui se distingue de d'autres approches intersectionnelles. Plusieurs approches intersectionnelles vont s'intéresser à remettre en question la construction des catégories, le processus même des catégorisations des personnes. En parallèle à ça, il y a une série d'approches dites intercatégorielles ou catégorielles qui vont plus s'intéresser à opérationnaliser cette intuition-là de l'effet multiplicatif plutôt qu'additif des différentes sources d'inégalité. Et cette approche-là est généralement opérationnalisée en estimant des modèles où on a des interactions entre différentes dimensions, différentes variables qui sont sources d'inégalité, comme par exemple le genre, l'identité racialisée ou la classe sociale. Dans le cas de McCall en particulier, sa proposition pour une approche intercatégorielle reposait sur le constat que le niveau d'inégalité économique dans les années 90 aux États-Unis notamment a fait augmenter et que la dimension de classe sociale était moins prise en compte dans les études intersectionnelles qui avaient émergé dans les années 80-90 parce que ces études-là, dans leur genèse avaient précédé l'augmentation des inégalités qu'on avait observées à partir du début des années 90. Et donc, la proposition de McCall, c'était de trouver une manière aussi de réintégrer la dimension inégalité sociale ou inégalité socio-économique dans les études intersectionnelles. Par contre, dans ces études-là, la classe sociale est souvent mesurée sur la base du niveau d'éducation atteint par les personnes. Et donc, sauf dans le cas de la recherche en éducation, où on s'intéresse beaucoup aux étudiants de première génération dans une perspective intersectionnelle, l'origine sociale, dans la plupart des autres champs d'études qui vont mobiliser les concepts d'intersectionnalité, l'origine sociale, c'est-à-dire le statut socio-économique des parents, va rarement être intégrée aux approches intersectionnelles. Et donc, ça va être notre contribution ici de faire une synthèse entre les travaux sur la mobilité sociale qui sont menés
et qui s'intéresse en général plus au niveau général de mobilité sociale dans une société, dans un pays, son évolution dans le temps et les mécanismes qui les sous-tendent, d'une part, et des approches intersectionnelles utilisées pour étudier les inégalités. Mais qui ne vont pas nécessairement intégrer les préoccupations pour la mobilité sociale. On va tenter de faire une synthèse de ces deux approches-là ici. Quelles formes peuvent prendre des effets intersectionnels, des effets multiplicatifs? Les effets qu'on s'entend le plus fréquemment à voir si on se fie aux premières contributions à la théorie intersectionnelle, puis comment c'est souvent utilisé, ce sont des effets amplificateurs, ou en anglais du compounding. C'est-à-dire que deux sources de désavantages ou de pénalités s'amplifient mutuellement. Et donc, l'appartenance à deux catégories sociales qui peuvent être sources de désavantages vont avoir un effet qui est largement supérieur à l'appartenance à une ou l'autre de ces deux catégories-là. Le corollaire de ça, c'est que l'appartenance à un groupe plus favorisé ou avoir un marqueur d'identité plus favorisé peut annuler ou atténuer les désavantages provenant de l'appartenance simultanée à un autre groupe désavantagé ou à une autre identité désavantagée. Par exemple, une femme de classe moyenne ou à plus haut niveau de revenu va pas vivre va pas vivre des désavantages aussi marqués en termes, par exemple, de statut socio-économique ou de discrimination qu'une femme qui appartient à une classe sociale moins favorisée. L'autre effet multiplicatif possible va un peu dans une direction différente. Ici, c'est un effet qu'on peut appeler un effet de plafond, qui fait référence un peu à la littérature sur le plafond de verre, où on s'attendrait à voir que l'appartenance à une catégorie intersectionnelle dominante ou non minorisée procure un avantage particulièrement important, le plus marqué, et ensuite que l'ensemble des autres groupes intersectionnels vont être caractérisés par un écart, notamment en termes de revenus, important par rapport à cette catégorie intersectionnelle dominante-là, et que l'effet d'appartenir à plusieurs catégories intersectionnelles simultanément va avoir donc l'appartenance à une catégorie désavantagée supplémentaire va avoir un effet négatif supplémentaire un peu relativement marginal, puisqu'il va avoir un effet de redondance ici. Ici, on peut, par exemple, se référer à la littérature qui existe sur la masculinité hégémonique, ou ne pas appartenir ne pas répondre aux normes de masculinité hégémonique, mène à de l'exclusion, par exemple, sur le marché du travail, de toute personne qui ne répond pas à ces normes-là. Et finalement, on peut avoir un dernier effet d'interaction qui est aussi identifié dans certaines études dans la littérature, qui va être un effet de contrepoids ou un effet antistéréotype qui a été identifié dans certains cas très particuliers. Dans certaines situations, par exemple, les stéréotypes négatifs liés au genre ou à l'identité racisée, des études ont identifié que ces stéréotypes négatifs-là vont être atténués par une identité LGBT. Par exemple, les femmes en couple de même sexe ou les femmes lesbiennes ne vont pas nécessairement être perçues comme vivant le même type de conflit entre responsabilité familiale et responsabilité professionnelle par les employeurs que les femmes en couple hétérosexuel, pour qui, par exemple, les employeurs vont plus s'attendre à ce qu'elles soient mères et qu'elles vivent des conflits entre les responsabilités familiales et professionnelles, et on sait là, sur la base de la littérature que la pénalité salariale associée à la maternité explique une grande partie de la pénalité salariale liée au genre, par exemple. Et donc ici, on peut voir un effet de contrepoids où l'appartenance à un groupe intersectionnel va atténuer les désavantages auxquels peuvent faire face les personnes qui appartiennent à un certain groupe. Donc, notre objectif, ça va être vraiment de développer un cadre d'analyse pour étudier développer ce cadre d'analyse-là pour étudier les différences de groupe dans la mobilité sociale, en particulier les dynamiques intersectionnelles, en adoptant une approche basée sur des modèles d'interaction, mais aussi en étant pas nécessairement agnostique sur le type d'effet d'interaction qu'on va aller observer.
dépendant du type d'effet multiplicatif qu'on peut observer ici, on va pouvoir mieux comprendre quelle forme prennent les effets intersectionnels ou les dynamiques intersectionnelles pour certains types d'interactions particulières. Donc, ce qu'on se pose comme question de recherche, c'est quel type d'inégalité émerge à l'intersection de l'origine sociale, du genre et de l'orientation sexuelle. La motivation du projet venait du fait que les différences de genre dans la mobilité sociale étaient très peu théorisées, mais ici, on voulait intégrer aussi une dimension orientation sexuelle parce que, évidemment, les inégalités de genre, la littérature montre bien là, que les inégalités de genre se déclinent différemment en fonction de l'orientation sexuelle. Et donc, on voulait répondre à l'appel des perspectives intersectionnelles et pas traiter la catégorie de genre de manière uniforme. Et les données qu'on avait nous donnaient l'opportunité de le faire. Et on va aussi s'intéresser à la mobilité sociale en termes de revenus individuels et de revenus familiales, puisque les inégalités de genre en termes de revenus vont se décliner très différemment lorsqu'on s'intéresse aux revenus individuels plutôt que familiales. Donc, rapidement, pour finir avec le contexte, encore aujourd'hui, même dans les dernières années, on observe un écart persistant, un écart salarial persistant entre les hommes et les femmes au Canada et ailleurs. Et comme je l'ai mentionné, une grande partie de cette pénalité, cet écart salarial-là est associé à une pénalité très forte, salariale très forte, qui suit la naissance d'un enfant chez les mères, mais pas chez les pères. Un élément sur lequel je veux revenir, c'est cette perception-là du conflit entre responsabilité professionnelle et familiale. Donc, cette perception-là que plusieurs employeurs peuvent avoir et qui a été documentée comme menant à une exclusion des femmes de plusieurs postes de gestion ou autres postes mieux rémunérés qui demandent un engagement. On s'attend à ce qu'il y ait un grand nombre d'heures qui soient passées en emploi. Donc, on a par exemple toute la littérature sur le Ideal Worker Norms qui vont développer autour de cette idée-là. Notamment, il y a une étude de Rivera et Tilsic qui montre que les femmes sont pénalisées en termes d'accès à des professions dites d'élite, c'est-à-dire des services professionnels comme la consultation en consultation en droit des affaires, en finance. Donc, que l'accès à ces professions-là est beaucoup plus difficile pour les personnes qui ne proviennent pas eux-mêmes de milieux socio-économiques favorisés mais que l'effet positif de provenir d'un milieu socio-économique très favorisé ou d'élite est observable seulement chez les hommes, puisque chez les femmes, la perception de conflit entre responsabilité professionnelle et familiale fait en sorte que les employeurs pénalisent à l'embauche les femmes qui appliquent à ces postes-là. Donc, ici, l'hypothèse qu'on va formuler, ça va être qu'on va s'attendre à avoir plus un effet de plafond qu'un effet amplificateur pour ce qui est des différences de genre dans la mobilité sociale. Par contre, si on s'intéresse aux différences qu'on peut voir en fonction de l'orientation sexuelle, les prédictions sont aussi un peu plus difficiles de formuler des hypothèses. On sait par exemple qu'il y a une pénalité salariale chez les hommes et les femmes homosexuels par rapport aux hommes hétérosexuels, mais un avantage salarial chez les femmes lesbiennes par rapport aux femmes hétérosexuelles. Donc, on peut se demander ici, est-ce que le désavantage salarial auquel font face les hommes homosexuels va se traduire en un effet d'amplification, donc un double désavantage d'appartenir à un milieu socio-économique ou une origine sociale moins favorisée et une minorité sexuelle, ou est-ce que on va voir un effet de plafond où c'est principalement où les hommes homosexuels vont vivre le même type de pénalité que les femmes qui viennent de milieux socio-économiques plus favorisés et qui tentent d'accéder aux professions les mieux rémunérées. Juste pour être sûr d'entrer dans le temps, je vais arrêter ici, je vais sauter le reste des points sur cette diapo-là.
Mais sur la base de la littérature, c'est ça, c'était un peu plus difficile de formuler des prédictions sur le type d'effets multiplicatifs qu'on pouvait observer à l'intersection de l'origine sociale, du genre et de l'orientation sexuelle. Donc, ça valait la peine de documenter empiriquement ou de produire des résultats empiriques pour documenter ces réalités-là. Donc, les données qu'on utilise, c'est les données le fichier de données administratives longitudinales, la DAL. Donc, je vais mentionner DAL quelques fois là, durant la présentation. Donc, c'est un fichier de données qui provient, qui est un échantillon de 20 de l'ensemble des personnes qui ont produit des déclarations fiscales depuis 1982 au Canada. C'est un échantillon longitudinal, c'est-à-dire qu'une fois qu'une personne est incluse dans l'échantillon et dans le 20 on suit la personne tant qu'elle continue à produire des déclarations fiscales. Et donc, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir des données longitudinales sur le revenu des personnes, sur certaines caractéristiques sociodémographiques, ici comme une mesure binaire du sexe qu'on utilise comme une mesure du genre, l'âge, le statut matrimonial et certaines autres informations. Ce qui est particulier à la dalle, c'est aussi que, puisque c'est un échantillon qui vient qui est basé sur des déclarations fiscales, on a de l'information sur certains membres de la famille, des personnes qui produisent des déclarations fiscales. Par exemple, une personne qui est mariée ou conjoint ou conjointe de fait, dans sa déclaration fiscale, va rapporter le numéro d'assurance sociale de son conjoint ou sa conjointe. Et donc, nous, on a un identifiant anonyme qui permet aussi d'établir les liens familiaux entre les conjoints et les conjointes. Et donc, cette caractéristique-là des données nous permet d'identifier les couples de même sexe, donc les personnes qui forment des couples de même sexe. Depuis 2000, où c'est possible suite au changement de jurisprudence et changement législatif, de déclarer ses revenus comme couple de même sexe, d'abord comme sous forme d'union libre, mais ensuite, suite à l'adoption au niveau fédéral des mariages entre personnes de même sexe, d'identifier les couples mariés qui sont des couples de même sexe mariés. C'est sur cette base-là qu'on va développer une mesure qui n'est pas une mesure directe de l'orientation sexuelle, mais qui est une mesure basée sur les comportements matrimoniaux des personnes qui nous permettent d'identifier des personnes qui vont appartenir à des minorités sexuelles. Et donc, j'utilise ce terme-là ici plutôt qu'orientation sexuelle, puisque on travaille avec des données administratives où, évidemment, à aucun moment dans le processus, on demande à une personne de donner de l'information sur son orientation sexuelle. Par contre, lorsqu'on observe deux personnes qui forment un couple de même sexe, on peut en déduire que ces personnes-là appartiennent à une minorité sexuelle. Et donc, c'est une mesure indirecte de l'appartenance à une minorité sexuelle, mais sur cette base-là, ça nous permet d'au moins identifier les personnes qui appartiennent à des couples de même sexe. L'autre élément intéressant dans les données, c'est qu'on a l'ensemble de l'historique matrimonial des personnes. C'est-à-dire que, étant donné qu'on travaille avec des données longitudinales, on est en mesure d'identifier les personnes qui peut-être ne sont pas en couple ou sont en couple de même sexe ou de sexe différent à une année donnée. Mais on a aussi accès à l'ensemble des informations à de l'information sur l'ensemble des couples qu'ils ont formés. Et donc, c'est comme ça qu'on va catégoriser les personnes qui sont dans notre échantillon en fonction de s'ils n'ont jamais été en couple, s'ils ont été en couple de sexe différent seulement, en couple de même sexe seulement dans leur vie, ou s'ils ont formé deux types de couples, à la fois des couples de même sexe et des couples de sexe différents au cours de leur vie. Donc, entre 18 ans ou leur première déclaration et la dernière année d'observation qui va être 34 ans ici dans notre échantillon. Et donc, finalement, juste pour parler des autres variables d'intérêt, on mesure le revenu parental comme la moyenne du revenu familial annuel des parents lorsque l'enfant avait de 10 à 19 ans, et le revenu de l'enfant comme la moyenne de son revenu individuel ou familial, dépendant des analyses que je vais présenter, entre 30 et 34 ans. Donc, ce qui nous permet d'éviter des biais d'atténuation qui sont dus au fait que le revenu peut fluctuer d'une année à l'autre autour d'une moyenne plus ou moins élevée. OK. Notre mesure qui nous permet d'inférer l'appartenance d'une personne à une minorité sexuelle est basée sur l'approche que j'ai décrite. Qu'est-ce que ça nous permet? Donc, est-ce que cette approche-là est valide?
Euh, dans une étude qui a été publiée au début de l'année, on a produit des résultats qui suggèrent qu'on est en mesure d'identifier une grande partie des personnes qui forment des couples de même sexe au Canada. Donc, ce qu'on voit ici, si on se concentre en particulier sur les lignes et les points, on compare les données du recensement, qui sont les points, aux lignes, qui sont la proportion de personnes dans un échantillon tiré de la dalle et qui forment des couples de même sexe, soit mariés, soit en union libre. Et ce qu'on remarque, c'est qu'avec la ligne pointillée et les points triangulaires, la proportion d'individus qui forment des couples de même sexe mariés dans la dalle est extrêmement similaire à la proportion de personnes qui déclarent être un couple de même sexe marié dans les recensements depuis le premier recensement là, de 2006 où cette question-là a été posée. Par contre, et on voit aussi que la proportion augmente dans le temps là, plus qu'avec la légalisation. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une légère sous-estimation des personnes qui forment des couples de même sexe en union libre dans les données administratives de la DAL par rapport au recensement. C'est les points triangulaires plus pâles avec la ligne solide. Et ça peut être dû au fait que dans le recensement, toute personne qui cohabite avec un conjoint ou une conjointe peut être considérée comme un couple, alors que la règle au niveau fiscal est un peu plus rigide. Il faut avoir habité ensemble pendant plus d'un an ou avoir un enfant ensemble. Et donc, c'est possible que et il faut le déclarer, donc c'est possible que certaines personnes qui forment un couple de même sexe ne forment pas de couple de même sexe depuis assez longtemps ou ne déclarent pas être des conjoints de fait. Et dans ce cas-là, on mesure pas, on n'identifie pas ces couples-là dans les données. Mais néanmoins, on en identifie une grande proportion. Et donc, ça nous rassure que lorsqu'on construit une historique matrimoniale, on va probablement capturer la plupart des personnes qui ont déjà formé un couple de même sexe dans nos données. OK. Donc, comment on estime le niveau de mobilité sociale ou la force de la transmission intergénérationnelle du statut socio-économique, ici dans notre cas du revenu? On estime un modèle où la variable dépendante, c'est le revenu des enfants et la variable indépendante, c'est le revenu des parents. Et on a un coefficient d'association, le coefficient ρ ici, qui est l'association. Plus ce coefficient-là est élevé, plus le revenu des parents a une influence forte sur le revenu qui va être atteint par les enfants une fois qu'ils deviennent adultes. Et donc, c'est comme l'inverse de la mobilité sociale, c'est une transmission forte, c'est-à-dire un faible niveau de mobilité sociale. On a aussi un revenu moyen à leur donnée d'origine, qui est le premier ressentile, qui est le alpha. Et donc, on va essentiellement estimer un modèle d'interaction où on interagit le niveau de revenu, le revenu parental, avec une variable qui contient 8 catégories, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui ont différents historiques matrimoniaux, là, qui sont des mesures de l'appartenance à une minorité sexuelle, donc qui ont seulement formé des couples de différents, seulement formé des couples de même sexe ou formé des couples de sexe différents et de même sexe, ou bien qui n'ont jamais été en couple. OK, qu'est-ce qu'on trouve? Première chose qu'on trouve, c'est, puis là, on va commencer par la gauche ici. Ici, on voit l'association entre le revenu des parents, ici sur l'axe des X, et le revenu des enfants sur l'axe des Y, pour chacun des 8 groupes que j'ai mentionnés. Ce qu'on voit d'abord, c'est qu'on a une relation linéaire positive, à peu près de 0,20 à 0,24 dans la plupart des groupes, ce qui est pas mal en ligne avec ce qu'on voit dans la littérature sur le sujet. Ça, c'est pour le revenu individuel. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des hommes, on a de très faibles différences à travers la distribution parentale, de revenus parental en termes de revenus entre les hommes qui ont toujours été dans des couples de sexe différents et les hommes qui appartiennent à des minorités sexuelles. Et les pentes sont légèrement différentes, mais la différence dans le niveau des pentes n'est pas statistiquement significatif. Donc, on ne peut pas conclure à un effet multiplicatif fort là, dans le cas des hommes. Un effet multiplicatif fort de l'appartenance à une minorité sexuelle dans le cas des hommes, même si on voit un certain signe d'un effet amplificateur pour les hommes qui ont formé seulement des couples de même sexe. Ici, pour rappel, l'effet amplificateur, ça veut dire que il y a un écart plus fort au bas de la distribution de revenus parental qu'au haut de la distribution de revenus parental. Donc, l'appartenance à une minorité sexuelle ne semble pas être associée à une pénalité au sommet de la distribution de revenus parental, alors que c'est associé à une pénalité au bas de la distribution de revenus parental qui se superpose à la pénalité associée au fait de produire une famille à faible revenu. Chez les femmes, on voit quelque chose d'un peu différent ici. Pour référence, on a mis les hommes appartenant qui ont formé seulement des couples de sexes différents en pointillé. Ensuite, on a la ligne noire pleine
pour les femmes qui ont toujours formé des couples de sexes différents. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un écart qui est observable dès les percentiles de revenus les plus faibles et qui persiste jusqu'au sommet de la distribution de revenus parentale, mais aussi un écart qui se creuse. Et donc, ici c'est plus cohérent à ce qu'on s'attendait à voir, c'est-à-dire un effet de plafond. C'est-à-dire que les femmes qui proviennent de familles moins favorisées ont un écart salarial ou un écart en termes de revenus individuels plus faible par rapport aux hommes que les femmes qui proviennent de milieux de familles plus favorisées à plus haut revenu par rapport aux hommes qui proviennent également de familles à plus haut revenu. Maintenant, si on se concentre aux femmes qui ont d'autres historiques matrimoniaux, les femmes qui ont formé des couples de même sexe seulement, on voit qu'au bas de la distribution de revenus, il n'y a pas d'écart, mais au haut de la distribution de revenus parentale, on a un écart qui se creuse. Donc, ça, c'est un peu plus. C'est aussi cohérent avec si on les compare aux hommes qui ont toujours formé des couples de sexes différents, à un effet de plafond, mais plus faible que dans le cas des femmes, étant donné le faible écart au bas de la distribution de revenus parentale. Mais par contre, si on les compare aux femmes qui qui ont toujours formé des couples de sexes différents, on voit ici un effet de contrepoids. C'est-à-dire que le désavantage associé à appartenir ou à provenir d'une famille à faible revenu et d'être une femme est atténué chez les femmes qui ont formé des couples de même sexe seulement par rapport aux femmes qui ont formé des couples de sexe différents. Pour les femmes qui ont formé les deux types de couples, les résultats ne sont pas particulièrement statistiquement significatifs, donc c'est plus difficile. On n'est pas en mesure de tirer des conclusions sur les différences entre ce groupe de femmes-là et les femmes qui ont formé des couples de sexe différents seulement. Très rapidement, je vais passer à travers deux résultats supplémentaires avant de conclure. Ici, un graphique un peu plus complexe, mais on s'intéresse au mécanisme. Les deux éléments que je veux faire ressortir, c'est qu'en fait, ici, ce qu'on voit, c'est l'écart de revenus entre la catégorie de référence, qui est les hommes qui ont toujours formé des couples de sexes différents, le DSC, Different Sex Couples en anglais, désolé pour la diapo en anglais ici. On contrôle pour différents facteurs. Le modèle de base, c'est on contrôle seulement pour les caractéristiques sociodémographiques. Ensuite, on contrôle aussi pour le niveau d'éducation et finalement pour des caractéristiques liées à la structure de la famille, donc être en couple ou non et présence d'enfants. Et finalement, on ajoute des caractéristiques liées, les caractéristiques de l'emploi, c'est-à-dire nombre d'années sans revenu d'emploi, si on est un travailleuse autonome ou non, et l'industrie ou le secteur dans lequel la personne est employée. Donc, on va comparer la ligne noire, la ligne bleue d'abord pour l'effet du contrôle pour l'éducation. Ce qu'on voit ici, c'est un résultat très important. On voit que l'écart entre les hommes qui ont toujours formé des couples de même sexe et les hommes qui ont toujours formé des couples de sexes différents s'accentuerait si il n'y avait aucune différence de niveau d'éducation atteint entre ces deux groupes-là au bas de la distribution de revenus parentale. C'est-à-dire que le niveau d'éducation plus élevé atteint par les hommes qui ont toujours formé des couples de même sexe et qui proviennent de familles à faible revenu a contribué à atténuer ou faire contrepoids à l'écart qu'on a observé ou l'effet d'amplification qu'on a observé au bas de la distribution de revenus parentale ici. Et donc ça, c'est un effet qu'on peut interpréter comme un effet de contrepoids puisque on sait qu'au Québec, de manière générale, au Canada, de manière générale, les hommes qui proviennent des familles les moins favorisées ont moins tendance à font face à plus d'obstacles en termes de réussite éducative, de passage au post-secondaire et de diplomation. Mais il semble que ces obstacles-là ne soient pas vécus de la même manière par les hommes homosexuels, ou du moins les hommes ici là, qui ont toujours formé des couples de même sexe. Donc ça, c'est un bon exemple en termes de mécanisme d'un effet de contrepoids qui masque un effet amplificateur marqué. Ensuite, on voit le même effet de contrepoids chez les femmes à partir de l'ensemble des groupes, mais dans ce cas-là, ça ne masque pas un effet d'amplification, on reste à un effet de plafond. C'est juste que c'est un effet de plafond un peu atténué. Par contre, pour les femmes ayant appartenu à seulement des couples de même sexe, ou toujours appartenu à des couples de même sexe,
euh, quand on ajoute notre dernière série de contrôles, on voit que l'effet de plafond se renverse pour devenir un effet d'amplification. Ce que ça nous signale ici, c'est que l'effet de plafond, en particulier pour les femmes qui ont toujours formé des couples de même sexe, peut s'expliquer en partie par le fait que ce groupe de femmes-là, et qui proviennent de familles plus favorisées, il y a un effet de plafond, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas atteindre le même niveau que les hommes qui proviennent de familles également de familles tout aussi favorisées, dû au fait qu'elles ont une probabilité plus faible d'occuper des professions mieux payées. Et donc, c'est un peu cohérent avec notre explication sur l'effet de plafond ici. Pour ce qui est de revenu familial, on voit quelque chose de complètement différent. On voit pas les mêmes effets, on voit des effets de plafond beaucoup plus faibles, en particulier pour les femmes qui ont toujours formé des couples de sexe différents, ce qui nous indique que la transmission intergénérationnelle du statut socio-économique passe aussi par la formation des familles, en particulier pour les femmes qui forment des couples de sexe différents, et que ça se manifeste pas de la même manière ou de manière aussi marquée pour les femmes qui appartiennent aux autres groupes de minorités sexuelles. Donc, en conclusion, on voit certains effets multiplicatifs, en particulier un effet de plafond pour les femmes qui appartiennent aux différents groupes, et on voit d'autres effets intersectionnels, d'autres effets multiplicatifs, notamment quand on se met à s'intéresser aux variables explicatives ou médiatrices dans la transmission intergénérationnelle du revenu. On voit aussi l'importance des dynamiques de formation des couples pour la transmission intergénérationnelle des inégalités et comment ça varie en fonction de l'appartenance à une minorité sexuelle ou non. Au niveau des données, évidemment, les données fiscales nous fournissent un très grand échantillon. Dans notre échantillon, on a moins de 1% des déclarants qui, à chaque année, forment un couple de même sexe. Ou qui, dans leur vie, ont déjà formé un couple de même sexe, je veux dire. Et donc, c'est un groupe qui est très petit. Donc, notre capacité à produire des données sur ce groupe-là dépend vraiment de l'accès à un échantillon, un grand échantillon comme ceux de la DAL. Par contre, ça vient avec beaucoup de défis. On peut en parler un peu dans la période de questions, là, si on a le temps pour quelques questions. Mais un des enjeux, c'est cette source de données-là est très complexe à utiliser. Et donc, pour ce projet-là, par exemple, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec ces données-là pour produire ces résultats-là. Un des enjeux qu'on a identifié, c'est le fait qu'il y a une barrière, un coût d'entrée très fort lorsque vient le temps d'analyser ce type de données-là. Et donc, c'est pour ça, par exemple, que, puis là, c'est un peu la petite publicité que je fais à la fin, on offre un bootcamp en analyse de données administratives qui va avoir lieu au printemps prochain, qui vise à démystifier le contenu des données administratives. Donc, comment utiliser l'information qu'on a sur le revenu, sur les familles, sur la géographie, sur l'éducation, sur la santé dans ces données-là. Et il y a aussi un manuel qui a été publié en accès libre cette année, qui démystifie un peu différents aspects de l'analyse de données administratives. Donc, je vais arrêter ici. Désolé, j'étais un petit peu loin. Merci beaucoup, Xavier. Vraiment super intéressant. On a quand même quelques minutes pour des questions, des commentaires, des échanges. Vous pouvez simplement lever la main. Ah, ben, oui, lever la main, ou prendre la parole ou l'inscrire dans le chat. Je vois que Pascal a mis dans le chat les liens d'inscription pour le bootcamp en analyse de données administratives pour le mois de mai prochain. On s'y prend à l'avance, mais cette inscription-là, on a plusieurs modalités d'inscription, plusieurs formats, mais ça, c'est pour participer à toute la semaine de formation intensive sur l'utilisation de données administratives à des fins de recherche avec exercices pratiques en laboratoire sécurisé. Donc, ça, c'est vraiment, il faut appliquer pour ça. Les places sont limitées, mais plus tard, cet hiver, on va ouvrir les inscriptions si vous souhaitez seulement participer aux parties, ce qu'on appelle les matinées, conférences le matin. Donc, pas besoin d'avoir un projet en laboratoire sécurisé
sécurisé pour participer. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Puis je pense que la formule, Xavier, là, je me trompe pas, elle fonctionne vraiment bien parce qu'il y a comme chaque matinée a sa thématique. Je sais qu'il y a une matinée pour parler de l'utilisation de données administratives pour étudier l'immigration, une autre pour étudier les familles, une autre pour étudier les revenus, l'emploi. En tout cas, je me rappelle plus les autres thématiques. Fait que des fois, ça peut être intéressant selon le domaine dans lequel vous travaillez ou ce sur quoi vous étudiez d'y aller avec ce type d'inscription-là. Puis ça va être offert le plus tard cet hiver. Donc, c'est ça, n'hésitez pas là, si vous avez Il est des 13 questions. heures, Magali. Je Ben pense. oui, hein, c'est ça. Ben écoutez, on va terminer ça là. L'enregistrement c'est ça, va être rendu disponible sur notre chaîne YouTube. Merci encore, Xavier. Vraiment super intéressant. Puis bon, c'est ça, je vois que Pascal a mis le lien vers notre chaîne YouTube pour les autres enregistrements. Alors voilà. Merci. Puis je vais rester disponible, c'est ça, par courriel pour recevoir vos questions. Là. Je suis assez facile à trouver en ligne, donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions. Puis je reconnais beaucoup de gens dans l'audience, donc vous savez me trouver. Oui, très apprécié. Merci à tous. Puis un bel après-midi à tout le monde.